Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fractures du plateau tibial. Les objectifs sont de décrire l'évaluation initiale et la prise en charge des fractures du plateau tibial, d'identifier les schémas fracturaires courants, d'appliquer les principes et les stratégies de traitement et de discuter des complications et des résultats de la rééducation. Nous commencerons par la prise en charge initiale des fractures du plateau tibial. Les fractures du plateau tibial représentent 1 à 2% de toutes les fractures. Elles présentent une distribution bimodale similaire à celle de nombreuses fractures périarticulaires, où l'on observe 70% de jeunes hommes adultes par rapport à l'âge moyen de 40 ans. Chez les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, il s'agit généralement de simples chutes. Elles présentent souvent un modèle de fracture dépressive. Il s'agit moins souvent d'une fracture isolée du plateau médial que de blessures sportives à haute énergie, qui peuvent souvent être des fractures en 2 temps et des blessures ligamentaires associées. Ensuite, la catégorie des accidents de la route à haute énergie, des chutes de hauteur ou des piétons heurtés. Ce sont souvent les fractures les plus complexes. Bicondylaires, souvent des patients plus jeunes et à haut risque de lésions neurovasculaires. Il s'agit également de fractures ouvertes beaucoup plus fréquentes qui peuvent développer un syndrome du compartiment. Présentation initiale. Le mécanisme est évidemment important. Les fractures de l'énergie inférieure que l'on voit à gauche sont généralement dues à une simple chute ou au fait que le patient a été frappé sur le côté, où il a généralement une fracture simple. La fracture du plateau latéral a tendance à être stable en longueur par rapport à la blessure à énergie plus élevée sur la droite, qui est souvent plus une charge axiale. Elles peuvent présenter différents modèles de cisaillement et sont souvent associées à un syndrome des loges. La prise en charge initiale, comme pour toutes les fractures, l'examen physique consiste à rechercher un gonflement, en particulier pour le syndrome du compartiment, et pour les blessures à haute énergie, à rechercher les poules. Toute instabilité est également importante, pour déterminer la gravité de la fracture ou si elle doit être réparée. Nous les plaçons assez rapidement dans un appareil d'immobilisation NE, mais nous devons souvent procéder à des contrôles fréquents des compartiments. S'ils ne vont pas au bloc immédiatement, ou même s'ils y vont, nous devons commencer à penser à la prophylaxie de la TVP. Imaging if you have it. Un scanner est évidemment bénéfique. Les radiographies simples sont importantes et critiques, au fur et à mesure que l'imagerie se développe. L'IRM peut être utile pour les fractures occultes et les lésions ligamentaires. Lorsque vous voyez les schémas de dislocation des fractures, nous allons examiner les schémas de fractures les plus courants. Je pense que tout le monde est familiarisé avec la classification Shastra des types 1 à 6, en fonction de la gravité de la blessure. Le type 1 est la simple fracture. Type 2, le type le plus courant, est la fracture dépressive. Le type 3 est une dépression isolée. Le type 4 bascule du côté médial avec un côté latéral toujours intact. Le type 5 est bicondylaire et le type 6 est sans connexion entre la métaphyse et l'articulation. Là encore, il s'agit des types à haute énergie, le 5 et le 6. Les patients plus jeunes ont souvent une meilleure qualité osseuse, alors que l'énergie plus élevée, associée à une dépression de la surface chondrale latérale, est relativement plus facile à réparer chez ces patients plus jeunes. Plus la qualité de l'os se dégrade chez les personnes âgées, plus la maladie est fréquente. Les types 1, 2 et 3 sont les plus courants. Il y a aussi le médian. Lorsque nous abordons le type 4 de Schatzker, il y a le patient âgé à faible énergie qui peut avoir une simple dépression médiale causée par une charge en varus et la fracture sort médialement de la colonne vertébrale. Le patient de gauche est un modèle relativement simple à traiter, alors que lorsqu'il est plus énergique avec un cisaillement médial, il présente un risque plus élevé pour les lésions vasculaires. Il s'agit essentiellement d'une variante de luxation de fracture où le genou peut être plus luxé à mesure que l'énergie augmente. Les plateaux tibiaux bicondyliens, les 5 et les 6, sont typiquement plus énergétiques. Il faut toujours considérer le syndrome des loges comme un facteur de risque. Il faut toujours procéder à un examen neurologique approfondi et à un examen vasculaire. Ces blessures sont souvent ouvertes. Il existe également une classification OTA qui est un peu plus simple, qui est plus une classification uniforme souvent utilisée pour la recherche. La classification de Schatzker est la suivante. Une articulation extra-articulaire est un type. Une articulation partielle serait un type B et une articulation complète serait un type COTA. Schéma de la fracture.
La différence importante avec les blessures ouvertes, c'est qu'elles peuvent poser des problèmes de couverture, évidemment avec la chirurgie plastique souvent nécessaire. Dans le cas des blessures par dégantage, en particulier au niveau proximal, il y a souvent une extension de la tige et certainement une couverture précoce, si possible dans les 72 heures. Comme toute fracture ouverte, elle peut réduire le taux d'infection tardive. Les schémas de dislocation de la fracture sont le type suivant, qui est très énergétique et souvent associé à un raccourcissement et un déplacement médial. Les lésions vasculaires sont nombreuses dans ce cas. Il faut également se préoccuper de la subluxation à travers la fracture. Ces cas ne semblent pas toujours correspondre à la classification de Schatzker. Comme vous pouvez le voir sur le scanner de droite, un cisaillement postérieur ne correspond pas vraiment à la classification de Schatzker. Vous pouvez voir qu'elle se rapproche des vaisseaux postérieurs. Il s'agit de lésions de cisaillement à haute énergie qui doivent être traitées avec beaucoup de soin. Il s'agit souvent de modèles postéromédiaux. Ces cisaillements ressemblent à une fracture de type B ou à une fracture articulaire partielle. Ils peuvent également être associés à des schémas bicondyliens. Il faut donc, si possible, faire un scanner pour examiner ces modèles et voir où se trouve le cisaillement pour déterminer s'il s'agit d'un cisaillement postérieur ou d'un cisaillement médial. Cela nous a permis d'évoquer le concept des 3 colonnes des fractures du plateau, avec une colonne médiale, une colonne latérale et une colonne postérieure. Il est important d'en tenir compte lorsque vous essayez de trouver la meilleure approche pour réparer ces fractures. Ensuite, nous parlerons des principes et des stratégies de traitement. La localisation et la classification de la fracture dictent généralement l'approche. Le modèle de fracture antérolatérale le plus courant est généralement traité par une approche antérolatérale, tandis que le fragment de fracture médiale postérieure, ou plus communément médiale, est traité par une approche médiale directe. L'essentiel est de visualiser la fracture et la surface articulaire. C'est particulièrement fréquent dans les dépressions latérales où nous aimons pratiquer une arthrotomie sous-méniscale. Il faut bien regarder la surface articulaire et s'assurer qu'elle retrouve sa position normale avant de procéder à la réparation. La chirurgie arthroscopique est une option. Nous n'en faisons pas beaucoup en traumatologie, mais si vous avez les outils nécessaires, vous pouvez certainement essayer. Mais surtout, nous examinons directement la surface de l'articulation. Si vous avez des problèmes d'équipement ou de gonflement de la peau, le fixateur externe temporaire est sans aucun doute un outil très important à utiliser. Il permet également de maintenir ces fractures en longueur en attendant que le gonflement de la peau se résorbe. Vous pouvez donc les fixer sur le site, comme nous le déciderons. Option de traitement non opératoire. En général, les fractures non déplacées ou peu déplacées peuvent faire l'objet d'un traitement non opératoire. Petite dépression du plateau latéral sans déformation majeure ni instabilité à l'examen. Évidemment, s'ils ont des comorbidités médicales importantes, ce sont des personnes âgées dont les exigences fonctionnelles sont faibles. Nous pouvons accepter une déformation un peu plus importante. Les véritables contre-indications relatives sont l'instabilité du genou, en particulier avec un stress en valgus. Il y a souvent un déplacement plus important en cas de stress. En outre, les lésions du côté médial sont très difficiles à traiter de manière non opératoire car elles ont tendance à se mettre en varus. Voici un exemple de plateau de gestion non opératoire. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une petite fente, avec peut-être un peu de dépression. Il serait difficile d'améliorer cette fracture par une intervention chirurgicale. Certains de ces très petits cisaillements, presque des évulsions de la clavicule, là encore, il est très difficile d'améliorer la situation par voie chirurgicale. Il faut les laisser guérir d'elles-mêmes. Il faut commencer tôt. L'amplitude des mouvements, la limitation du port de poids pendant 8 à 12 semaines, tant que l'alignement angulaire est correct. Ces patients s'en sortent généralement très bien. L'objectif de la fixation chirurgicale est de rétablir l'alignement. C'est le facteur le plus important de la fracture du plateau tibial. En plus de... Il faut que le genou soit parfaitement stable et que la surface articulaire soit congruente. La fracture du plateau tibial la plus fréquente est donc celle du plateau latéral. Les étapes clés, comme je l'ai mentionné précédemment, sont l'arthrotomie sous-méniscale. Essayez vraiment d'aller sous le ménisque pour voir la surface articulaire. Essayez de le maintenir temporairement réduit avec des fils de K pendant que vous l'observez. Il y a souvent un vide après avoir soulevé la surface articulaire et il faut essayer de le combler. Si vous disposez de ces éléments, les copeaux spongieux sont une option. Le greffon osseux de la crête iliaque serait une autre option pour un défaut très important.
Et si vous avez des ciments au phosphate de calcium, ces sont idéaux. Il faut également appliquer des vis de fixation dans le plateau latéral pour essayer de maintenir cette surface articulaire. Voici l'exemple d'une femme de 48 ans qui est tombée d'un scooter. Vous pouvez voir ici sur l'AP qu'une surface articulaire est enfoncée ici. Il est souvent préférable de voir cela sur le côté pour bien voir où se trouve la pièce. En agrandissant l'image, vous pouvez voir la grande dépression qu'il faut essayer de ramener à la normale. Voici une tomodensitométrie qui montre évidemment le même schéma. Nous essayons d'élever la surface de l'articulation, de la maintenir temporairement réduite avec des broches de K, puis nous appliquons des vis d'ancrage et une plaque latérale. En post-opératoire, c'est la même idée. Il est important d'obtenir rapidement une bonne amplitude de mouvement et de limiter la mise en charge pendant 8 à 12 semaines. Les lésions médiales isolées, en revanche, sont beaucoup moins fréquentes. En général, on utilise une approche postérieure ou médiale postérieure pour essayer d'obtenir une plaque sur le côté médial ou médial postérieur selon les besoins. Nous avons tendance à pouvoir faire ces interventions en décubitus dorsal. C'est surtout pour les cisailles postérieures qu'il faut les placer en décubitus ventral pour essayer d'avoir un accès complet à l'aspect postérieur du tibia proximal. L'idée de réparer cela est de prévenir l'effondrement en varus tardif, qui, comme vous pouvez le voir, peut se déplacer et se mettre en varus s'il n'est pas maintenu dans une position correcte. Voici un exemple de scan VT médial postérieur où il faut essayer d'introduire une plaque dans le côté médial pour maintenir la réduction et l'arc-boutement. Voici un exemple d'une scintigraphie de la partie médiale postérieure réalisée en décubitus ventral où l'on peut voir réduire la fracture, placer des broches de K et utiliser une plaque de renfort. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une plaque verrouillée ici. Il faut juste un contrefort contre la déformation pour maintenir ce fragment réduit. Lorsque les lésions deviennent plus complexes, les plateaux tibiaux bicondyliens, le fixateur externe peut certainement être un élément important pour aider à la réduction. Comme vous le faites, tirez sur eux pour les allonger, sur un fixateur externe. Sachez que vous pouvez augmenter la pression du compartiment. Riyad, les approches. Vous pouvez faire une approche en décubitus dorsal et amener un membre à l'arrière du genou de façon à tout le chemin du côté médial au côté latéral et maintenir ce fragment réduit avec une plaque postérieure, sachant que vous devrez également aller en antérolatéral. Il faut se méfier des structures neurovasculaires lorsque l'on passe du côté médial. Restez sur l'os pour les protéger. Voici un exemple d'approche postérieure, toujours en décubitus ventral. Vous pouvez voir que le fragment postérieur est maintenant réduit, principalement avec des vis non verrouillables pour le remettre en place. Il faut ensuite retourner le patient en décubitus dorsal et procéder à l'approche antérolatérale. Voici un exemple de fixation après l'approche postérieure. La grande question qui se pose du côté médial est de savoir dans quelle direction il faut aller. Faut-il aller vers le postérieur et faire un contrefort postérieur, ou plutôt vers le médial où l'on peut placer ces plaques? Excusez-moi, directement vers le médial. Si vous pouvez obtenir un scanner axial, cela peut être très utile. Pour décider si vous voulez faire une approche médiale ou une approche postérieure, pour décider où, vous devez obtenir la meilleure plaque possible. Voici un autre exemple de patient présentant une fracture bicondylienne ou une fracture du plateau tibial à haute énergie. Une fascite à 4 compartiments a été nécessaire. Ils sont ici dans leur fixateur externe. Cela vous donne un peu de temps pour déterminer où vous devez placer vos plaques. C'est un cas complexe. Nous aurons besoin d'une plaque bicondylaire ici. La plupart des déformations se situent sur le côté médial. Celle-ci a donc été fixée avec une plaque médiale ou une plaque médiale presque postérieure. Il faut essayer de renforcer ce plateau et passer également par le côté latéral. L'essentiel est de réduire la surface articulaire et de maintenir l'alignement général. Si la fracture s'étend à la diaphyse tibiale, on peut souvent utiliser une technique de pontage ou fixer la surface articulaire. Plus bas, on peut envisager de poser un clou ionique. Voici un exemple où le patient présente un tibia proximal et un tibia distal complexe. Ici, on se concentre d'abord sur l'aspect tibial proximal de la fracture, en réduisant autant que possible la surface articulaire à l'aide de plaques.
On peut ensuite essayer de poser un clou IM pour traiter la fracture distale. Vous pouvez voir ici des fractures dont la surface articulaire n'est évidemment pas parfaite, mais l'alignement est ce qui est essentiel ici. Le dernier point à aborder est le plateau bicondylaire. Comme dans le cas du mécanisme d'hyperextension, nous voyons ici une grande dépression de la pente antérieure dans le cas d'une lésion de type hyperextension. Il s'agit de fractures très difficiles, avec un risque très élevé de lésions neurovasculaires. Il faut donc être attentif à ce type de fracture, en particulier sur la vue latérale. Encore une fois, la mise en place d'un fixateur externe peut certainement aider à faire avancer les choses et à allonger la fracture pour avoir une meilleure idée de ce à quoi vous avez affaire. Ensuite, il faut essayer de déterminer l'angle d'approche, à la fois médial et latéral. Ici, vous pouvez voir qu'une incision antérieure ou plus médiale a été pratiquée pour élever la surface de l'articulation, la remettre dans la bonne position, souvent maintenue temporairement avec des broches K, même dans le condyle fémoral médial, puis l'application des plaques médiales et latérales. Enfin, nous parlerons de la rééducation, des complications et des résultats. L'objectif principal de l'opération est de permettre une amplitude de mouvement aussi rapidement que possible. C'est parfois plus difficile en cas de fracture du tubercule, mais dans le cas d'une surface articulaire reconstruite avec un mécanisme d'extension intact, nous aimons essayer de faire bouger les patients immédiatement. Une genouillère à charnière déverrouillée si vous en avez une. Les patients ne doivent pas utiliser cette orthèse pendant au moins 8 semaines. Parfois, j'évalue la douleur. Une fois qu'ils ont atteint 8 semaines, s'ils peuvent toucher un poids partiel sans trop de douleur, je peux les laisser commencer à half en mettant plus de poids sur le genou vers 8 semaines. Il faut également travailler sur le renforcement des quadriceps. Les complications les plus importantes que nous voyons sont souvent des infections. Évidemment, avec ces fractures ouvertes, le plaquage médial de Schatzker-6, qui n'a pas été fait, peut souvent présenter un varus, l'effondrement. Et la chose la plus importante est l'alignement général. Si vous les alignez dans le bon sens, les résultats à long terme seront certainement meilleurs. Évidemment, la perte de réduction et une certaine arthrite sont certainement courantes dans la raideur articulaire, ainsi que le matériel douloureux proéminent que nous retirons souvent. En conclusion, une approche systémique de la présentation initiale. Il faut vraiment faire attention à l'examen neurovasculaire, prendre en compte le syndrome des loges, les objectifs opératoires, l'alignement axial, s'assurer que l'on a de la largeur condylienne et de la congruence articulaire pendant que l'on s'occupe de l'alignement. L'étape clé consiste à planifier l'approche. Examinez attentivement les radiographies et essayez de décider si vous devez opter pour une approche médiane, postérieure ou simplement latérale, ou pour une combinaison de ces deux approches. Je vous remercie de votre attention.